Madame, monsieur, bonsoir. C'est avec le cœur enflammé de joie que je vous retrouve ce soir pour l'enregistrement de votre podcast favori, 230 Estreries, qui traite de l'actualité sociale, politique et économique, actualité des faits divers, actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 230 Estreries va s'intéresser à l'actualité du sport, rentrée scolaire et aussi aux médias. Parlons d'actualité sportive, il y a eu un bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports sur la tenue du match Cameroun-Namibie qui va se tenir le 7 septembre prochain à Garoua entre Griffes. Rentrée scolaire, quelles mesures faut-il apporter pour améliorer les résultats de cette rentrée scolaire? Médias actualité, Hervé Bobda et Bruno Bidjang sont désormais libres. Il s'agit d'une affaire de soulèvement avec Bruno Bidjang et une affaire de mœurs avec Hervé Bobda, cette affaire de mœurs qui a fait un tollé international au Cameroun, dans les réseaux sociaux et en Afrique. On en a vraiment parlé. Aujourd'hui, pour parler de tout cela, pour décortiquer ces trois sujets, je serai accompagnée de Chicharito qui nous revient, de CWK et bien évidemment d'Olivier qui a pris de son temps pour participer à cette émission, à son émission favorite. Il adore former l'opinion publique, il adore édifier ses compatriotes et d'autres citoyens à travers le monde sur l'actualité camerounaise. Mais avant de passer le micro à Olivier, je voudrais faire un welcome back à Chicharito qui nous revient en forme ce soir. Chicharito, bonsoir. Ah, NBD, bonsoir. Merci, ça fait plaisir. C'est un plaisir renouvelé de te retrouver et de retrouver tous mes très chers copanélistes habituels. Donc, merci pour cet accueil et j'espère qu'on passera une très belle émission. Toujours, en ta présence, les choses se déroulent toujours à merveille. En ta présence, vraiment, les gens se sentent vraiment informés. Ils sont au fait de l'information au Cameroun. Rien ne peut leur échapper tant que Chicharito est sur le plateau. Alors, Olivier, bonsoir. Bonsoir NBD, bonsoir à toute la team, bonsoir au panel, bonsoir à tous les copanélistes, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, parce que je sais qu'ils nous suivent depuis leur smartphone, parce que 247 Story, c'est une application qui a un écho international déjà. Et je félicite vraiment tous nos auditeurs et auditrices parce que c'est eux qui nous donnent la force et on a toujours du temps, on trouve toujours du temps pour venir discuter de l'actualité, comme tu disais tantôt tout à l'heure. Je ne saurais m'attarder plus longtemps et je dis bonsoir, je vais nommer Chicharito qui nous a manqué depuis un bon bout déjà. Bienvenue à toi, Chicharito. On te déroule le tapis rouge comme d'habitude et fais ton job comme d'habitude. D'accord. Merci, Olivier. Je suis tellement ravie de te recevoir sur ce plateau. Je suis aussi émue, je suis dans la joie lorsque je passe le micro à CWK. CWK, vraiment le journaliste, le reporter, le champion de la presse digitale en Afrique. J'ai l'honneur de le présenter ici sur ce plateau. Bonsoir, CWK. Bonsoir NBD, bonsoir également à mon très cher Chicharito. C'est un plaisir de l'entendre à nouveau de partager encore un plateau avec lui. Ça faisait un bail, mais quand je vois le lancement que tu as fait à Chicharito, j'ai envie de dire, mais attends, Joe va te regarder comment? Je tiens également à dire bonsoir à Olivier. L'éternel Olivier qui a toujours ses arguments qui nous plaisent et j'ai aussi, j'aurais bien voulu partager la joie encore plus loin, mais malheureusement les situations dans notre pays interpellent et demandent à ce que malgré l'euphorie de se retrouver, on revienne à l'essentiel et revenir à l'essentiel me permet de dire bonsoir particulièrement ce soir
aux populations dans le Nozo. Je vais vous dire pourquoi bonsoir aux populations dans le Nozo. Tout simplement une petite histoire qui m'est arrivée juste avant que je ne prenne l'émission. Il y a une amie qui a perdu son papa dans le nord-ouest et je me demandais bien, je ne suis jamais arrivé là-bas de toutes les régions qu'elle visitait au Cameroun. Ce serait une belle occasion et je lui dis, mais comment ça se passe? Elle m'a dit, non, j'ai perdu mon papa en début de semaine, c'est-à-dire lundi, mais l'enterrement, comme on a déposé le corps à la morgue, l'enterrement est prévu le 11 octobre. Je lui ai dit, mais vous êtes une famille, quand je dis moyenne, c'est même trop, mais sans vous insulter, tu m'as dit quand même que vous n'avez pas assez de moyens. Comment est-ce que vous pouvez garder le corps jusqu'au mois d'octobre? Pratiquement mi-octobre. Ça va à plus de 2 mois par là et ça fait à plus de 400 000 francs de frais de morgue seulement, alors que vous n'avez même pas les moyens de pouvoir gérer tout cela. Elle me dit non, on a gardé le corps tout simplement parce que d'après le calcul et tout ce qui se passe en cette période, il y a ce qu'on appelle le ghost town. On ne peut rien faire parce qu'il y a encore la guerre dans le Nozo. On est obligé d'enterrer mon papa uniquement à cette période-là parce que c'est la seule période où il y a une petite relax, où on peut permettre un peu que les gens puissent vaquer à leurs occupations et vivre normalement. J'étais à base. Je vous assure, ça m'a un peu choqué de dire, tiens, on est toujours au Cameroun et quelqu'un pour enterrer son papa doit attendre 2 mois parce qu'il y a la guerre. Sinon, il n'y a même pas possibilité pour les gens de faire des mouvements. Bref, c'est pour dire que la situation du pays, elle n'est pas toujours des plus belles. Néanmoins, on reste fort. Et je crois, je ne sais pas si c'est Olivier ou bien c'est Chicharito qui a l'habitude de dire justice pour Martinez. Donc, je pense qu'il faut aussi dire justice pour tous ces gens-là dans les régions du Nozo, dans l'extrême nord peut-être, qui subissent le martyre à cause des exactions de certaines personnes qui n'ont pas compris que la paix est la meilleure chose. Voilà mon bonsoir de ce soir. Un bonsoir très triste, un bonsoir qui prête à la réflexion, un bonsoir qui met un point d'interrogation sur beaucoup de choses. Vraiment, quand je parle de beaucoup de choses, donc beaucoup de choses entre griffes inutiles. Des fois, nous sommes dans les régions, ceux qui sont dans les régions du centre, du littoral, on se dit que voilà, tout va bien. Ceux qui sont à Yaoundé se disent tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire, alors que, en effet, le Cameroun suffoque. Le Cameroun suffoque. Les Camerounais sont plusieurs Camerounais dans la zone du sud et du nord-ouest vivent dans la consternation, la mélancolie, le mal de vivre. Ce sont les mots qui caractérisent leur quotidien et entre-temps, force à eux, force à nous, parce que en même temps, c'est toujours le Cameroun. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'actualité, de sport et de rentrée scolaire. On va commencer par un sujet qui nous concerne en tant que parents. En tant que parents, nous sommes des parents, nous sommes concernés tous par la rentrée scolaire qui arrive. On a été des témoins oculaires de ces résultats très scabreux. Je parle des résultats du baccalauréat général. Au Cameroun, vraiment, le pourcentage était vraiment au plus bas. On s'est posé la question aussi de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce podcast. On a essayé d'apporter quelques conseils, mais là, euh, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Il ne s'agit plus seulement des élèves en classe de terminale, mais il s'agit aussi des tout petits, il s'agit des moins petits, des plus grands. Ils vont commencer à prendre le chemin de l'école dans quelques jours. Et là, pour optimiser les résultats de l'année 2024-2025, en tant que parents, chacun d'entre nous, on aura quelque chose à dire, un conseil à apporter, peut-être aussi aux personnes concernées, aux institutions concernées par l'éducation au Cameroun. Ils pourront peut-être nous écouter tellement notre audience grandit de jour en jour. Nos avis seront peut-être aussi pris en compte pour pouvoir pallier et améliorer ce genre de résultats pour que cela cesse. Alors, en tant que parent, Chicharito, je vais te passer le micro au regard des résultats qui nous ont
été révélé pendant la période des mois de juillet, août, là, les résultats très mauvais qui sont passés. Quelles sont les mesures que tu peux proposer à chaque famille, aux institutions, aux écoles, aux responsables des établissements scolaires pour pouvoir améliorer la qualité des résultats pour l'année académique qui arrive? Merci NBD pour ta question. Je dois avouer que c'est une question assez pertinente et Ouais. elle est également vaste. Euh, Mm. il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en paramètre et il y a des acteurs sur lesquels je ne vais pas m'appesantir parce que, de mon point de vue, ces acteurs-là ne changeront absolument rien. Je veux tu as parlé des institutions. Je vais par exemple Oui. parler des ministères concernés, Mhm. ministère de l'éducation de base, Mm. ministère de l'enseignement secondaire et même Mhm. au niveau du supérieur. Je pense que ces ministères-là Mhm. ne feront absolument rien du tout. Et j'en veux pour preuve que, donc moi j'ai regardé quelques journaux et j'ai échangé avec quelques parents. On se rend par exemple compte que il y a des livres qui étaient au programme l'année dernière qui cette année Ouais. ne sont plus au programme. On Oui. savait donc dire qu'au niveau des ministères, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas où est-ce qu'on va. On n'a pas une lisibilité dans le type d'éducation qu'on veut donner à notre génération. Je me rappelle quand j'étais un Mhm. peu plus jeune, mes frères aînés, ils utilisaient des livres et on les achetait une Mhm. fois. On savait que j'arrivais plus tard, quelques années après, et je devais Mhm. réutiliser les mêmes livres. Aujourd'hui, les parents Mhm. ne savent même plus à quel sens se vouer. Tu achètes un livre, l'année d'après, il faut le changer. Et donc, on dit que ton petit Ouais. frère n'est même pas sûr de l'utiliser. Donc, en gros, le livre que tu as acheté, au final, il ne peut même pas être revendu. Donc, tu es obligé de racheter un nouveau livre. Et ça fait en sorte que, voilà, au niveau de l'éducation, je trouve que ce n'est pas, comment on va dire ça, ce n'est pas une bonne chose d'aller dans ce sens-là, mais aussi même Oui. pour les parents au niveau du coût de vie élevé, ce n'est pas également une bonne Oui. chose que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc, c'est pour dire que ces Au acteurs-là, je ne vais regard pas de la les intégrer. conjoncture, au regard Exactement, de la conjoncture tout à nationale, fait, vraiment, ce sont tout à fait. Mais même si, mais oui. même s'il y avait les moyens, ce n'est pas pertinent de revoir chaque année le programme. On devait avoir une certaine constance pour pouvoir évaluer aussi dans la durée. Parce qu'il n'est pas facile Mhm. d'évaluer si, par exemple, on prend des élèves, allez, admettons des élèves de terminale. Si chaque année, on renouvelle les manuels scolaires, il n'est pas facile d'évaluer le niveau de ces élèves-là. On aurait Mhm. pu faire une évaluation sur une période 5 à 10 ans Mhm. et maintenant se rendre compte est-ce que les élèves ont un bon niveau ou pas du tout. Donc ça, c'est un premier aspect. Et comme je disais, je ne vais pas interpeller ces différents acteurs. Moi, je vais plutôt me retourner vers les parents. Avec Oui. le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le parent d'aujourd'hui n'est pas le parent d'hier. Le parent d'hier Oui. pouvait avoir la certitude que s'il a éteint la télé, son enfant n'a plus d'autres moyens de communication. Il avait cette certitude-là. Mhm. Et aujourd'hui, avec les différents moyens de communication, si ce n'est pas la télé, c'est le téléphone. Si ce n'est pas le téléphone, c'est une tablette. Si ce n'est pas la tablette, c'est l'ordinateur, ainsi de suite. Les enfants ont différents moyens comment il avait dit ça, de De se se divertir, distraire. de se Mhm. distraire. Et l'éducation qu'on avait à part le passé n'est pas la même. On avait les grands frères du quartier qui, même lorsque le parent n'est pas là, pouvaient te donner une correction, donc te montrer le Ouais. droit chemin. Aujourd'hui, les grands frères du quartier, je ne suis pas sûr que ce sont des exemples à suivre et donc je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure également d'éduquer les enfants. Donc, où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir au fait que les parents ont un rôle prépondérant à jouer, plus important qu'il y a encore. Donc, c'est vrai qu'avec des conditions de vie difficiles, on a l'impression qu'il faut aller chercher euh, de l'argent pour subvenir aux besoins. Mais je pense que il est préférable, même si on a moins de moyens financiers, il est préférable d'assurer une meilleure éducation, même si ce n'est pas forcément matériel, mais même au niveau du comportement. Mhm. Même au niveau du comportement, ça peut aider. Et donc, ces enfants-là qui sont parfois délaissés par les parents, qui sont à la recherche de moyens de subsistance, se sont Oui. livrés à eux-mêmes. Et je pense que ça peut Mhm. aussi expliquer les résultats catastrophiques que nous avons eus l'année dernière. Et donc, Oui. mon conseil va directement aux parents
pour avoir un droit de regard encore un peu plus présent que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc, pour ne pas être trop long, voilà ma proposition. Merci, MBD. Vraiment, je pense que c'est très édifiant. Ce que tu as dit, est très intéressant. C'est pertinent, tout ça. Merci pour ta contribution à cette question, à la question de l'amélioration de la qualité, des techniques, des mesures à prendre hein, pour améliorer la qualité des notes en cette année qui arrive. CWK, c'est pour toi, en tant que parent qui a pu assister de façon plus ou moins active ou passive, entre guillemets, quelle est la résolution que tu peux apporter, la solution que tu peux apporter pour améliorer la qualité des notes des jeunes Camerounais qui vont reprendre le chemin de l'école dans quelques jours? Merci pour la belle question, NBD. Dis simplement que la rentrée, surtout pour ceux qui se diront, parce que pour ajouter simplement à tout ce que Chicharito a déjà dit, ce que j'adhère complètement, parce que avoir autant de propositions, il faut vraiment qu'il ait du vécu. Parce que là, on a l'impression que c'est le papa de peut-être 10 enfants qui a déjà eu à En rouler ça. effet, Qui a, si en ce n'est des effet. enfants, c'est des petits frères un peu de partout. Parce que pour avoir autant de maîtrise, il faut vraiment avoir côtoyé tout ce beau monde-là. Et on sait comment Mhm. l'enfance, c'est le public qui est le plus distrait. Pour capter leur attention, je crois qu'on n'a pas plus de, si ça dépasse 3 minutes, vous êtes un expert. Et pour pouvoir Mhm. maintenir dans cette attention-là, au moins, c'est justement cette exigence espérer d'abord que les encadrés qui viendront vers eux seront de qualité, qu'ils auront reçu une bonne formation. J'espère que ce ne sera pas les encadreurs qui sortent fâchés parce qu'on ne leur a pas donné leur salaire. Maintenant, pour Oui. ce qui est de la prise des notes, que ce soit aussi bien à la maison que à l'école, je crois que la technique n'est pas la même. À la maison, on est moins concentré parce qu'on se dit, bon, on n'a pas forcément le père, l'encadreur qui va te fouetter, mais on a le père à la maison Mhm. qui est plus dangereux. Or, l'environnement de la maison permet aussi une meilleure concentration et permet surtout de se poser de poser des questions qu'on n'aurait pas fait si on était en classe. Vous allez voir un enfant qui, sur le banc à l'école, hésite à poser des questions à son encadreur, à son maître, ou bien à son professeur. Mais une fois à la maison, si c'est le répétiteur, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, il va dire, moi j'ai telle question, mais pourquoi tu n'as pas posé la même question en salle de classe? Bref, la Mhm. prise de données, en tout cas, est très importante et je préfère me rallier plus à ce que Chicharito a dit parce qu'il a fait le meilleur exposé pour moi pour donner un peu la voie à suivre à la veille de la rentrée. Tout ce que je pourrais dire en rajout, c'est de beaucoup muscler le mental, ne pas se Mhm. laisser avoir et espérer que l'année scolaire aille jusqu'au bout parce qu'à tout moment au Cameroun, on ne sait pas comment ça va commencer, comment ça va finir en termes de rentrée avec les encadreurs qui font des grèves, qui n'ont pas de salaire parfois et tout. Donc, beaucoup de courage à eux et surtout aux parents, ne vous faites pas arnaquer, n'allez pas vers des écoles qui n'ont pas été homologuées ou qui ne sont pas reconnues par le ministère de l'Éducation de base ou de l'éducation ou de l'enseignement secondaire. Vous allez toujours avoir à pleurer ou à payer une pension 2 fois. Donc, rassurez-vous d'être dans un endroit aussi qui permet aussi que la scolarisation de votre enfant soit facile. N'allez pas dans une école qui est dans des caniveaux ou bien des écoles qui sont dans des marécages et à tout moment, l'administration va venir fermer. Donc, soyez prudent lorsque vous payez la pension parce que je sais que c'est ce qui se passe en ce moment avant la rentrée. Mhm. N'allez pas aussi vous arrêter devant la clôture de l'établissement pour attendre celui qui va venir vous demander si vous avez besoin d'inscrire votre enfant en seconde ou en sixième. Quelqu'un habillé en veste, vous allez lui donner son argent. Je ne sais pas qui avait raconté cette histoire ici. On donne l'argent à quelqu'un comme ça, hein, au premier venu. Il vous prend de l'argent, il vous dit qu'il va aller voir le responsable de l'établissement. C'est même lui qui a introduit qui a inscrit les enfants, les nouveaux enfants dans les établissements et puis il fuit avec votre enveloppe d'argent. Donc, vraiment, chers parents,
redoubler de vigilance parce que tel que c'est difficile pour vous, c'est aussi difficile pour eux là. Mais eux, ils ne manquent pas le cran pour, pour en finir avec vos derniers sous. Olivier, en tant que parent, je sais que vraiment ton année scolaire a été un succès dans toute ta maison. C'était un 100%. Je sais que tu n'as pas senti l'échec Allô? passer. Mais, oui, allô? Olivier a peut-être quelques problèmes de Tu liaison. dois avoir quelques soucis de connexion. Ouais. Le temps, je pense peut-être le temps pour Olivier de se joindre à nous. NBD, peut-être qu'on devrait continuer avec la suite. On a de En longues, effet. longues De connexion là. Allô? Oui, affaires. on a de longs sujets, hein. On a des Allô? sujets très poussés. Oui, allô, Olivier. Allô, Olivier, ça grésille de ton côté, problème de réseau. Voilà, il y a eu dernièrement, ça fait plusieurs jours qu'il y a ce bras de fer qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports sur la tenue du match Cameroun-Namibie. Il était d'abord question que les Lions indomptables jouent au stade Japoma. Et puis, bon, un communiqué c'est-à-dire, nous a été rendu public. On nous a fait comprendre que, voilà, le match ne se déroulera plus au stade Japoma, mais ce sera comment on appelle ça, au stade Amadou Ahidjo. Après le stade Amadou Ahidjo, nous sommes déjà à Garoua. Et là, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est l'origine de ce. C'est vrai qu'on sait déjà que vraiment, entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, ce n'est pas du tout ça. Mais vraiment, c'est quoi, pourquoi cette polémique autour du lieu de la rencontre de ce match? Est-ce qu'il s'agit de la mobilisation est-ce qu'il s'agit de la logistique? Est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que c'est un problème de leadership? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce tiraillement? Pourquoi ce bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports sur la tenue du match Cameroun-Namibie? C'est la question que je vais poser à CWK. Pourquoi? Bon, NBD, on peut dire qu'il y a un gros souci entre le ministère de tutelle de la FECAFOOT d'abord et ensuite le président de la FECAFOOT, c'est-à-dire entre le ministre Narcisse Moele Kombi et directement Samuel Eto'o. On a cette impression que les deux, d'abord, ils ont un différent qui serait très, très ancien à notre connaissance, parce que s'il y a des preuves qui se sont entendues un jour, il y a également beaucoup de preuves qui ne s'entendent plus aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui concerne le match des Lions, c'est vraiment bon. Actuellement, il y a un peu d'éclaircie déjà parce que jusqu'à ce soir, aux dernières nouvelles, avec la publication de la liste des 24 Lions qui vont représenter nos couleurs, eh bien, on a clairement vu que c'est le stade de Garoua qui a été retenu. Bon. En attendant, il y a eu entre-temps aussi la lettre du ministre de Ferdinand Ngongo qui demandait à ce que l'ONIES, qui est l'organisme qui gère tous les stades au Cameroun, et la FECAFOOT, et enfin le ministère des Sports, que les trois parties puissent s'entendre et donner un endroit et faciliter ce match. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment pris parti, mais du moins que les trois puissent faciliter ce match. Maintenant, pour ce qui est du match en lui-même, on se rend compte à moins de 2 semaines que le match, bon, à moins d'un mois d'abord, le match était prévu à Japoma. Et à Japoma, à Douala, donc. Mais pour les institutions camerounaises, en fait, pour le ministère, le match devait se tenir à Doha, se tenir à Yaoundé. Il n'y a rien à faire. Bon, ONIES, qui est la structure qui gère dans le stade, dit on a donné une facture pro forma en disant qu'on pouvait jouer le match à Japoma, mais ce n'est pas possible parce que la pluviométrie
et la météo de la ville de Douala à cette période-là, donc le 7 septembre, ne permet pas que l'on Ouais, puisse ouais. aisément avoir un beau jeu. Ce sont Ah les oui. thèmes qui ont été évoqués dans la missive qu'ils ont envoyée à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT de Mhm. dire, bon, il n'y a aucune raison. Si c'est que vous avez fait jouer, il y a 2 jours encore, l'équipe d'Oppo pour jouer là-bas en coupe africaine, et il n'y avait aucun Mhm. souci. Si c'est à cette période-là, donc, nous allons chercher un autre stade et nous ne voulons donc pas du stade de Yaoundé. On propose le stade de Garoua pour le prétexte aussi que Mhm. même à Yaoundé, à cette période, il est en train de pleuvoir. Et donc, c'est la même météo entre Yaoundé et Douala. On va donc aller à Garoua parce que là-bas, il n'y a pas de pluie. Donc, il y a Mhm. ce petit tirage de maillot encore entre les deux parties. On a envie, en fait, c'est même devenu entre les trois parties parce que l'ONIES prend désormais le côté c'est ce qui semble se dégager. L'ONIES supporte clairement le ministère. Mais pour moi, jusqu'ici, c'est le Cameroun qui sort perdant de toutes ces petites folies-là. Parce que Mhm. si, d'après certaines rumeurs, bon, je n'ai vu rien d'officiel, mais certaines rumeurs disant que la CIATV aurait dit que non, si le match est délocalisé à Garoua, on ne pourra pas jouer parce qu'on n'a pas, nos caméras sont en panne et qu'on ne pourra pas déplacer tout. J'ai dit bon, ça devient risible à un moment parce que soit au dernier jour, à moins de 2, 3 jours, on sera obligé de donner raison à Eto'o en disant, OK, puisque c'est la FECAFOOT qui est l'intermédiaire de la CAF en matière du choix du stade, on sera obligé de dire, Ouais. OK, on va aller donc jouer à Garoua, mais beaucoup de personnes ne se seront pas apprêtées, c'est-à-dire quoi, au niveau des finances. Les sporteurs, il n'y a pas de Ouais. problème. Il y a assez de sporteurs à Garoua, ça reste le Cameroun quand même, mais on aura des problèmes au niveau des institutions. Ceux qui sont les institutionnels n'auront pas eu assez de temps pour pouvoir prendre ski en vol, qui la route pour pouvoir arriver jusqu'à Garoua. Parce qu'il faut rappeler quand même que on ne parle pas de 200 km comme c'est peut-être entre Yaoundé et Douala, mais on parle de plus de 600, 700 km de route. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. parfois faire, pour ceux qui ont déjà eu à faire la route, moi je pense que j'ai fait pratiquement 24 heures de route. Donc vous imaginez Ouais. combien de temps il faut pour ceux qui seront peut-être en cortège privé pour pouvoir arriver facilement. Ça veut dire que c'est d'abord épuisant. Et si vous devez arriver et Ouais. commencer à jouer, réserver un hôtel pour dormir et tout, c'est-à-dire on serait parti des problèmes d'ego et contaminer tout pour rien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu Ouais, ouais. l'ampleur On est de la surpris. chose. C'est-à-dire que ça allait de rien pour certains, mais loin des guéguerres qui sont derrière, que peut-être nous ne maîtrisons pas, ça devient fatigant. J'ai lu dans le journal Le Fatigant. Monde comment le Cameroun devient presque la risée de tout le monde avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire, sans revenir sur le problème d'aujourd'hui avec rien que la liste des joueurs, avec le coach et tout, oh mon Dieu, c'est devenu tellement du n'importe quoi. Permettez-moi, passez-moi vraiment l'expression. On a envie de se Mhm. dire à un moment, est-ce qu'on peut nous retirer la gestion, soit de la FECAFOOT à Ecto, soit du ministère à Narcisse Molekombi et de voir comment les choses vont se passer? Parce que si ce sont les deux là le problème, cherchons une tierce personne qui va gérer. Ah, ça. Olivier, est-ce que tu es là? Je suis là, NBD. Voilà. Quelle lecture fais-tu de ce conflit, hein? Ce conflit, il n'est même pas, c'est-à-dire ce conflit visible, ce conflit qui fait la une des médias. Euh, le bras de fer entre la FECAFOOT et le MINSEP parce que Oui. c'est les deux Fait. protagonistes officiels en principe. L'ONIES Mhm. et le sélectionneur ne sont que, comment je peux dire, des pions qu'on peut utiliser ça et là pour Mhm. atteindre l'autre camp. Mhm. Euh, je suis vraiment indigné parce que ici, comme CWK vient de l'annoncer, c'est le Cameroun tout entier qui est mis à mal par cette guerre qui existe entre ces deux parties. Mhm. Je me demande souvent en tant que Camerounais, s'il n'y a pas une instance supérieure qui puisse venir taper du poing sur la table et dire que ici, les choses, vous devez fonctionner de telle manière pour le bien-être et le bon, et comment il peut dire, la joie de toute la population camerounaise. Parce que vous savez, les Mhm. Camerounais, eux, ils aiment le football. Oui. Je m'en rends compte que non.
qu'on a laissé deux taureaux se battre bec et ongle et on verra ce que ça va donner par la suite. Sauf que ça salit l'image du pays tout entier, comme je ne cesse de le dire, et c'est vraiment dommage. Mais déjà ici, j'aimerais qu'on dégage une chose. La FECAFOOT est l'instance qui gère le football, je continue à le dire, au Cameroun, comme les autres fédérations de par le monde. Alors, Mhm. elle est la seule, c'est le seul relais entre le Cameroun et la FIFA qui possède, qui est maître du football dans tout le monde entier, on va dire que c'est là comme ça. Mais comment ne pas Mhm. laisser une instance comme la FECAFOOT gérer le football comme elle doit gérer? Lui a enlevé tout, le choix du sélectionneur, le choix des joueurs, le choix, c'est-à-dire que Le staff technique. même le choix des simples moyens de transport, on enlève à la FECAFOOT. Alors, euh, pourquoi elle est là? Mieux vaut dissoudre cette FECAFOOT alors. Mais nous ne serons partis vers la dissolution de la FECAFOOT pour des raisons égoïstes. Moi, je dirais que malgré que ce soit l'État du Cameroun qui paye les salaires, qui finance le football, euh, on doit laisser à cette instance la gestion. Nous voyons d'autres instances ici, comme toutes ces sociétés parapubliques et publiques qui sont gérées par leur directeur, par leur président, sans que l'État ne vienne s'immiscer. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas l'État du Cameroun qui fait ça? Le choix d'un simple stade commence à poser problème parce que c'est la FECAFOOT, parce que c'est Eto'o. Moi, je pense que c'est Eto'o qui est le problème ici. Des gens voudraient l'atteindre, je ne sais pas qui, mais des gens voudraient l'atteindre et on ne veut pas laisser un président qui a été élu travailler sereinement pour le bien-être du football camerounais. Et c'est vraiment dommage parce que là, on ne saurait quoi dire. On ne saurait choisir tel ou tel parce que les informations sont déjà tellement opaques qu'on ne sait vraiment à quoi s'en tenir. Mais au regard de tout ceci, moi, je souhaiterais qu'il y ait la main du président de la République qui dise que non, stop, ça a déjà clôturé et que laissez la FECAFOOT gérer malgré que ce soit l'État du Cameroun qui paye. Et que le ministre des Sports gère d'autres fédérations. C'est pas seulement le Mhm. football qui existe au Cameroun. On a d'autres fédérations qui fonctionnent mal aujourd'hui, qui ont même presque disparu. On a des athlètes qui sont partis en faisant des quêtes alors que il y a des fédérations existantes au Cameroun et le ministère des Sports qui gère ces fédérations sponsorise le voyage des joueurs. Mais pourquoi on ne fait pas ça là-bas? Pourquoi c'est seulement le football? Est-ce parce que les footballeurs ont l'argent à profusion? Non. Mais on doit respecter le football camerounais et je pense que ça a trop duré. Je ne vais pas être plus long et je vais m'arrêter là. Ah, ça, est-ce que Chichari, toi, est d'avis avec Olivier? Merci, Olivier. Est-ce que Chichari, toi, est d'avis avec toi lorsque tu dis que c'est un problème avec Eto? Est-ce que tu penses que c'est un problème d'Eto ou un Mais, problème juste entre les institutions, Chichari? mais comment il va dire ça? La réponse est plus qu'évidente. Je vais dire qu'elle est même triviale. Mhm, C'est un problème avec le président de la fédération. mhm, Et personne n'a oublié qu'à son arrivée, il a limogé Conceição et qu'il a limogé mhm. Conceição sans l'avis du ministre. Et tout part de là. Il a Ouais. limogé Conceição sans l'avis du ministre. Ensuite, il y a eu le contrat avec One Sport sans l'avis du ministre. Mhm, Et par la suite, n'oublions pas qu'il y a eu un discours le 10 février, discours à la nation du président de la République, qui ouais. maintenant nous entraîne dans tout ce que nous voyons là. Donc, je suis d'accord. Olivier a dit beaucoup de choses. Je ne peux pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Il a dit énormément de choses. Mais ce que je vais dire, c'est que le principal responsable de tout ce que nous voyons là, pour moi, c'est le président de la République. C'est le seul responsable de tout ça.
C'est à lui de siffler la fin de la création. Et jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Parce que le ministre dit, je fais tout ce que je fais là, je le fais sous haute Au instruction nom. de la présidente de la Ouais, ouais, République. ouais. Qu'est-ce que ça coûte au président de dire, moi, je n'étais donné aucune instruction? Ou de dire, c'est bien moi qui t'ai donné les instructions. Parce que moi, j'ai vu un plateau sur Equinox une fois où il y avait même un militant du RDPC qui disait, moi, je doute de ces hautes instructions. Vous imaginez un peu là où nous sommes. C'est-à-dire que si on arrive Ouais. à un niveau où on commence à douter des hautes instructions de la présidente de la République, mais imaginez tous les décrets qui sont signés, tout ce qui se passe. Comment savoir alors que lorsqu'on dit que le président de la République a fait telle chose, qu'il s'agit effectivement de lui? Donc, dans n'importe quelle république un peu normale, on aurait clarifié ce point il y a très longtemps. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est ce que, comment dire, ça, c'est ce qui se passe dans toutes les républiques un peu normales. Mais dans la nôtre, ça fait déjà plusieurs mois et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun capitaine à bord de ce bateau. Et ça va de mal en pire. C'est ce que je constate. Après, quand Et ça m'aide. Olivier, pardon, Mhm. oui, Non, je non, disais, vas-y. ok, merci. Je disais, après, quand Olivier dit il faut laisser la FECAFOOT gérer le football. Moi, j'avais dit, Olivier, c'est trop facile de dire ça, hein. Moi, je me rappelle qu'il y a une convention jusqu'aujourd'hui. Moi, on avait déjà eu un podcast ici où j'avais dit ça. Si réellement, il y a un, je vais dire, si réellement on voulait que la FECAFOOT soit autonome. Jusqu'aujourd'hui, je pose la question, pourquoi les juristes de la FECAFOOT n'attaquent pas la convention signée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas ça. Toutes ces guéguerres-là, c'est comme si c'est comme un adolescent qui dit à son père, voilà, moi je suis déjà un homme, mais il continue à vivre chez son père. Si tu veux dire à ton père que tu es un homme, première des choses, commence par sortir de sa maison. Tu commences d'abord par là. Donc, si réellement il y a un problème entre la fédération et le ministère, commence d'abord par attaquer la convention. Une fois que tu fais ça, on comprend tes intentions. Tu ne peux pas, dans le même temps, je prends l'exemple de la Coupe du Monde, où pour aller en Coupe du Monde, l'État avait fait un prêt de plus de 2 milliards, ou à peu près 2 milliards à la FECAFOOT. Quand Olivier dit que dans les autres pays, les fédérations gèrent le football, Olivier il rappelle que dans les autres pays, la fédération est autonome. Dans tous les pays où la fédération n'est pas autonome, on a les mêmes problèmes. Peut-être que c'est juste qu'on n'en parle pas autant, mais il y a toujours des problèmes. Je ne veux pas te couper, mais je pense que si tu dis un truc pareil, ça veut dire que les dirigeants du pays ne veulent pas, comment on peut dire, rendre la FECAFOOT Autonomiser. autonome. Mhm. Tu vois un peu? Les dirigeants ne veulent pas rendre la FECAFOOT autonome. Rendre une fédération Olivier, autonome, c'est quoi? Olivier, C'est moi je suis mettre les désolé. capitaux en jeu. Quand tu dis Pourquoi les faire dirigeants rentrer? ne veulent pas rendre la FECAFOOT autonome, Oui. c'est comme si tu disais que ton père ne veut pas te rendre un homme. C'est à toi de t'autonomiser, c'est à toi de grandir. Non, Aucun mais parent ne veut s'il y a, voir son enfant grandir. Tous les parents est-ce que, veulent toujours avoir les enfants proches d'eux. Mais c'est est-ce à que toi la, de est-ce que couper le cordon ombilical pour dire, moi, je m'en vais. le Je cadre, deviens autonome. le Et cadre là de la où, famille, et tout à l'heure, tu disais que tu ne prends pas position. Bon, il faut quand même dire que tu as pris position. oui, Tu as pris position pour je la ne prends FECAFOOT. pas position. Si, Je si, dis si. qu'on doit laisser la FECAFOOT gérer. On doit Attends, laisser la frère. FECAFOOT gérer. Attends, Ça veut frère. pas, le Attends. contrôle, le cadre de la famille est encore très embryonnaire. La FECAFOOT est dans un état. Alors, si la FECAFOOT doit signer des contrats, ça et là, il faudrait l'aval de cet état. Et Non, je pense que non, les non, non, deux non. entités se Non, non, mettant non. ensemble conjointement peuvent arriver à rendre la FECAFOOT autonome. Olivier, non. Quand la Fédération française de football signe un contrat, elle ne signe pas, elle ne demande pas. Je ne pense pas qu'elle demande l'avis du ministère des Sports ou quoi que ce soit. C'est un contrat entre la fédération et le sponsor. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Non, il y a un aval. Il y a quand même un aval, je pense. Bah, bon, Il y a une peut-être qu'il y a, consultation. mais Il y a une ce n'est pas consultation. officiel. Moi, je ne ressens Oui, pas la même chose. on ne peut rendre des choses subtiles comme ça officielles.
c'est vraiment ridicule parce que ça m'écrit en masse. Ça voudrait encore dire que l'État prend des décisions en dessous sans se prévaloir d'avoir pris ces décisions. Ok, bon, À très bien. cause de Sauf que chez mesures. nous, c'est officiel. Et c'est ce que je suis en train de dire. Donc, Voilà toi, tu donc là où estimes il y a le que... problème. On parle de la même chose, Chicharito. Attends, On non, on parle de parle la pas de... même Non, chose. non, on parle pas de la même chose. Toi, tu Je te estimes que dis la qu'on parle. FECAFOOT... Attends, tu estimes que la FECAFOOT doit être autonome. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait pour être autonome? La- Moi, je m'attendais parce que quand on avait discuté il y a plusieurs mois, vous nous avez expliqué que le contrat One Sport allait révolutionner le football camerounais. Donc, ce contrat-là aurait dû permettre à la FECAFOOT de commencer à s'autonomiser. Donc, si ce contrat-là n'a pas permis de faire ça, tu dois payer One Sport, pas One Sport, tu dois payer certainement Coq Sportif, tu dois payer Concessao. Et peut-être One Sport aussi va bientôt t'attaquer en justice. Tu n'as pas les moyens de ta politique. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, comment tu fais? Et c'est ça que vous qui soutenez le président, moi je vous pose comme question. Si tu n'as pas les moyens de ta politique, comment tu fais pour aller au clash avec toutes les personnes qui peuvent t'aider? La FECAFOOT est en clash avec le ministère des Sports, est en clash avec le sélectionneur, est en clash avec l'ONIES. Mais comment, j'ai envie de dire parfois, mais qu'est-ce qui se passe au niveau même de la gestion? Tu es en clash avec l'ONIES, comment la FECAFOOT peut faire pour organiser une rencontre officielle des Lions indomptables si ça ne se joue pas sur les stades homologués par la CAF? Ces stades-là qui sont gérés par l'ONIES, comment vous allez faire? J'ai envie de dire, parfois, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le ministère des Sports, c'est lui qui a tout ce qu'il faut pour mettre en branle une rencontre sportive. Vous avez vu la dernière fois, il a fait une assise où il a discuté avec les membres de la sécurité. Est-ce que la FECAFOOT peut sécuriser un match de football? Avec quels moyens? Il y a des combats, il faut savoir, j'ai envie de dire flancher. Ça ne veut pas dire que tu as perdu le combat, mais ça veut dire que tu t'armes un peu mieux pour aller davantage. Moi, je me serais attendu à ce que le contrat Ono Sport apporte beaucoup plus. Et à partir de ce contrat-là, que la FECAFOOT commence à être autonome sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur le transport des joueurs et ainsi de suite. Allô? Ce genre de choses. Ouais. Oui, oui, Allô? Olivier. Oui, tu avais quelque chose à ajouter, Olivier? Oui, je suis en train de... Je comprends parfaitement. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Allô? Oui, allô, On on t'entend bien, on t'écoute. t'entend, Olivier, vas-y. Bon, Olivier ne change pas. Je parle, il m'interrompt d'abord et maintenant on lui donne la parole, il ne veut pas parler. Bon, bref, NBD, juste pour me résumer, Oui, c'est-à-dire que cette oui. affaire, honnêtement, moi, j'ai même plus envie d'en parler, NBD. C'est une affaire, on comprend. Pour moi, c'est deux enfants d'un même parti politique qui essaient de se déchirer, comme on Il, espère que le parti va il faut aussi se donc déchirer comprendre, bientôt. Chicharito, que Donc, cette affaire qu'ils ont... commence sérieusement à m'énerver. Donc, j'ai plus envie de parler de cette affaire parce que, voilà, je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus graves. Bon, Ce sont les on enfants va pas d'un s'énerver, Camerounais. non, on va pas Un Voilà. s'énerver non Cameroun, plus. Et j'ai en étant l'impression un et j'ai l'impression que ces deux enfants-là s'entendent pour nous distraire à chaque fois parce que nous avons des problèmes. Par exemple, le sujet sur la rentrée, on a parlé 15 minutes. Ce sujet, on va parler pendant 1 heure alors que ça ne va rien nous apporter de positif. Donc voilà, moi honnêtement, NBD, ce sujet-là, je vais laisser la parole à Olivier pour entendre ses arguments, mais Moi, c'est un moi, sujet qui ne Il moi, a je... m'intéresse déjà plus. donné ses, il Non, a déjà donné ses arguments, donc je veux parler pour 2 minutes, NBD, pour 2 minutes, juste 2 minutes. jusqu'à 2 minutes, Bon, on a un sujet aussi je brûlant prendrai après. 30 secondes. Je prendrai 30 secondes. Ok, 30 secondes. ok. Il faut Donc, aller d'aller de Chicharito, façon. il faut donc comprendre ici là que c'est fait à dessein. On utilise l'ONIES, on utilise Marc Brice, normalement, qui doit être sous les ordres du président de la fédération. Ici, on voudrait vraiment nous montrer que non, rien ne fonctionne et ceci et cela parce que c'est le ministère des Sports qui paye et tout ça, il va falloir faire la sécurité. Excuse-moi, Olivier. Tu as parlé de Ben, sécurité. Tu as Olivier, parlé de excuse-moi. sécurité. Olivier, excuse-moi. Tu as-
j'ai dit plein de choses, mais moi, je t'ai dit un problème fondamental. Je t'ai parlé de la convention. Tout ce que tu dis, tu as déjà intervenu On, plusieurs fois on ici. a Tu n'as parlé, jamais. Pourquoi tu ne parles pas de la convention? Pourquoi il ne faut pas attaquer la convention? on a parlé de la convention qui est carrément préjudiciable à la FECAFOOT. Donc, Et toi, tu cette n'as pas parlé de convention, ça. on sait tous comment elle a été signée. On Tu ne me sait tous comprends comment elle a pas. été signée. Tu ne me comprends pas. Pourquoi à la FECAFOOT, il y a des juristes? Oui, Pourquoi la FECAFOOT n'attaque pas la convention? Voilà la question que je te pose. peut-être il ne faudrait pas, il faudrait laisser le mandat de Samuel Eto'o aller jusqu'à son terme pour pouvoir voir s'il n'attaque pas. Si vous venez distraire le monsieur avec des problèmes de déplacement de joueurs de stade et tout ça, comment ils vont travailler en interne? Justement, pourquoi il n'attaque pas la convention? C'est justement ce que... En fait, il a un problème là, présentement. Toi, tu dis qu'il faut attendre que son mandat finisse avant d'attaquer. Mais pourquoi? Puisque le problème persiste depuis plusieurs mois. Et c'est le nœud du problème. Pourquoi on ne s'attaque pas au nœud du problème maintenant? Même si ça ne profite pas à son mandat, ça peut profiter au prochain mandat, au Non, prochain président. je vais te donner raison. Je vais te donner raison disant que c'est le nœud, c'est le véritable nœud du problème suite à l'autonomie de la Fédération camerounaise de football. Parce que je pense que si cette convention est dégagée de là, il y aura plus d'ouverture pour que la fédération travaille aisément et dans le bon sens pour le bien-être des Camerounais. Mais maintenant, cette convention qui est une épine dans la chaussure de la FECAFOOT qui fait en sorte qu'il y ait officiellement et l'ingérence du ministère des Sports. Non, là, je te donne raison, je te donne vraiment raison. Et il faudrait vraiment que, s'ils nous entendent, qu'ils puissent attaquer cette convention parce que c'est cette convention qui va la libérer. Donc, Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect que j'ai soulevé, c'est le président de la République. Aujourd'hui, tout le monde accuse le ministre des Sports, et moi y compris. Mais n'oublions pas que d'après ses dires, il ne fait que répercuter les hautes instructions du président de la République. N'oublions pas que jusqu'au 10 février 2024, le ministère n'intervenait dans aucune décision prise par le président de l'Africa Foot. Si nous sommes honnêtes, il n'a pas intervenu. Il intervient après le 10 février. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que réellement l'instruction a été donnée par le président de la République, oui ou non? Maintenant, là, pour moi, il n'y a que le président lui-même qui peut trancher cette question. Si c'est lui d'accord. qui le confirme, si ce n'est pas lui qui le dise. On est tous d'accord que c'est le maître de la récréation. Il doit siffler le coup de sifflet qui va mettre fin à tout ça. Voilà. Et donc, si on a dans ces deux nœuds-là, on a tu dis le maître de la récréation qui ne siffle pas la fin. On a le président de la fédération qui a un problème avec une convention qui n'attaque pas. Qu'est-ce que nous sommes alors en train de faire? On est en train de perdre du temps. Les problèmes sont, comment il avait dit ça, les nœuds des problèmes sont identifiés, mais les leviers, mais aucun de ces leviers n'est attaqué. Donc, tout ce qu'on fait, on ne fait que spéculer, alors que nous avons de vrais problèmes. Ce n'est pas ça, NPD. Tu as demandé l'avis d'NBD. Bon, En fait, je lui faisais une transition. il remettait la parole simplement. Ok, L'histoire de la d'accord. FECAFOOT ne va jamais finir. On a tellement parlé de ce sujet, on s'est tellement attardé là-dessus, on ne trouve jamais un consensus. Nous sommes dans la honte, nous sommes dans la désolation, nous sommes fatigués d'être à la une de tous les scandales du football qu'on peut citer, qu'on a déjà vu depuis que l'Angleterre, comment on appelle ça, comment on appelle le journaliste, l'ancien reporter de Vision 4, là, comment on appelle le gars. Donc, depuis que les Anglais ont inventé le football, vraiment, nous sommes au pic de tous les scandales footballistiques Tu parles de de qui, Raoul? Raoul. C'est un reporter là-bas. Donc, Faut arrêter voilà, ça. nous, on va essayer de tourner la page et puis parler de quelques sujets qui nous concernent aussi. Voilà, il y a deux prisonniers qui ont été libérés. Le premier est impliqué dans une affaire comment on appelle ça, d'incitation à la révolte. Et puis cité aussi dans une affaire de meurtre, hein.
Il s'agit du meurtre de, de, de notre journaliste, notre confrère Martinez Zogo. Il a été cité dans cette histoire. Il a été aussi, il avait été incarcéré pour insurrection à la révolte suite à une vidéo qui a été publiée dans ses réseaux sociaux. Il a été, il a été remis en liberté. Ça fait 7 jours, je pense. Aujourd'hui, ça fait 7 jours. De même que Hervé Bobda, qui a été incarcéré pour une affaire de mœurs, quant à lui. Deux individus comme ça qui retrouvent leur liberté. Est-ce que ce ne serait pas un danger pour la société? Est-ce que pour vous, leur libération est légitime? Est-ce qu'ils ont le droit, ils ont droit à la liberté? Pas en tant que juriste, mais en tant que citoyen camerounais, au regard de tout ce que vous connaissez au sujet de ces deux individus, chacun après l'autre, est-ce que ces deux-là ont le droit d'être libres? CWK. C'est à toi la question. Merci NBD, merci surtout pour la parole, merci pour la question bien longue que je vais résumer en 2 mots. Je dirais d'abord oui, parce que généralement quand vous avez purgé une certaine peine, quand vous avez goûté le cachot, quand vous, pour une situation en tout cas, quand vous sortez, c'est tout logique que vous soyez, du moins si vous êtes condamné et vous êtes déjà en prison, c'est tout logique que quand vous sortiez, vous soyez un homme heureux et que ce soit votre droit. Donc moi je pense que oui, rien que sur cet angle-là déjà, ils ont, du moins pour le cas de Bruno Bijan, c'est déjà oui. Bon, pour son cas toujours, il faut dire que c'est 6 mois, c'est un peu plus de 6 mois même déjà de prison ferme qu'il a eu. Et sorti quelque temps après, ben, j'ai vu des gens qui jubilaient. Je ne peux pas être triste de voir un confrère sortir. Mais je vais dire simplement que c'est l'occasion pour les journalistes apprenants ou ceux qui connaissent, ou même ceux qui ont souvent peur de leur liberté de parole, de savoir quoi dire, comment dire surtout. Parce que le problème n'est pas de dire, mais la manière avec laquelle on le dit. La même chose qu'il a eu à dire, il y a des humoristes qui le diront, mais la manière avec et l'environnement dans lequel ils le diront ne sera pas pris au sérieux. Et le degré avec lequel ils le diront fera qu'il ne soit pas frappé de la même manière. D'autant plus que le personnage en question a été cité dans des affaires qui sont encore en cours même. Et du coup, quand c'est en cours, on n'en parle pas trop, mais des affaires quand même relevant de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Maintenant, pour le deuxième cas, c'est en tout cas pour dire comment, soit il peut être en joie parce qu'il est libéré, et pour lui et sa famille, c'est une bonne voie, mais également, ça peut aussi dire prêter à confusion pour certaines personnes qui se sentiraient n'avoir pas été dédommagées en quelque sorte. Bon, maintenant, pour le deuxième cas, pour celui d'Hervé Bobda, on en avait parlé dans 237, ça aussi j'ai bonne mémoire. Sûrement Olivier ou Chichari te reviendront dessus. Je crois qu'on en avait parlé. On en avait parlé déjà de ce prédateur sexuel, bon, présumé prédateur sexuel en ce moment-là. Parce qu'on a beau entendre parler de toutes les personnes qui diraient avoir été abusées par lui, des personnes qui ont été violées et tout, mais et la chose qui reste quand même curieuse dans cette affaire, c'est pourquoi est-ce que des personnes qui ont été violées, qui l'accusent de tout, d'abus de pouvoir, d'être une puissante personne qui serait au service de la machine gouvernementale, du moins de certaines pentes du régime, on essaye toujours de comprendre, mais pourquoi quelqu'un qui vous a violé, qui vous a fait du mal, vous avez l'occasion de venir dire oui, je le reconnais, c'est lui qui l'a fait. Bon, je ne sais pas s'il y a des programmes de protection des témoins au Cameroun, mais je pense qu'il y en avait qui étaient hors du pays. Je ne crois pas que c'est impossible de témoigner de repartir. Mais pourquoi personne, je crois qu'on a dit qu'il y a 2 personnes et un cas encore plus grave, il y aurait eu peut-être pendant les échanges, l'enquête, des gens qui disaient non, des garçons qui disaient qu'ils ont été violés, on se serait rendu compte finalement ce n'était pas des garçons violés, mais que c'était des enfants de la rue à qui on avait donné de l'argent. Mais qui aurait donné de l'argent? Je reste le journaliste et je préfère dire que ce sont des rumeurs et que
peut-être il y a des camps qui s'affrontent, comme ça, c'est le cas de plus en plus au Cameroun, des C'est camps qui le cas. s'affrontent. Et je ne dis pas que ce personnage-là est un saint, parce que je crois que même lors de son arrestation, il était toujours avec une fille. Bon, si c'est qu'une fille, on va dire que les femmes restent les femmes, parce que chaque femme a dit que comment une femme peut apprendre on dit de quelqu'un qu'il est un prédateur sexuel, et c'est dans ses bras qu'on vient de trouver. C'est quand même bizarre. En fait, il y a trop de non-dits dans cette affaire-là. Il y a trop de choses qu'on ne connaît pas. Et se lancer au hasard comme ça en donnant des arguments, moi, je trouve que c'est aussi des risques. C'est les risques, en effet. Bon, merci aussi, hein, malgré la délicatesse des sujets, merci vraiment parce que tu as pu dire un certain nombre de choses que beaucoup ont pu comprendre et analyser à leur guise. Voilà, Olivier, au regard de l'actualité qui prévaut sur la libération, sur l'incarcération et la libération de Bruno Bidjan et Hervé Bobda, qu'est-ce que tu as à dire? NBD, moi, ce que je peux dire là, c'est que quand on est présumé soit voleur, soit assassin, soit présumé d'avoir fait un délit, Oui. je pense que lorsque vous avez été incarcéré pour besoin d'enquête et lorsque l'enquête a été suivie, je pense que si la justice rend son verdict et dit que les preuves ne sont pas suffisantes, vous avez le droit d'être libre. Mhm, Vous avez mhm. totalement le droit de retrouver la liberté. C'est comme quelqu'un pourrait arriver, un innocent qu'on a arrêté en route, le confondant à un voleur. On l'a amené, on l'a incarcéré pour besoin d'enquête et on dit que non, les preuves contre lui ne sont pas suffisantes, on le relaxe. Est-ce que celui-là ne sera pas content? Il sera content. Donc, Ouais. le problème ne se pose pas à ce niveau. Ils ont totalement le droit parce que on fait confiance. Allô, vous m'entendez? Oui, 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 oui. On fait confiance à la justice, je ne vais pas dire à la justice camerounaise, à la justice, et elle Oui. a fait son travail et elle a rendu son verdict. Et suivant c'est plus simple pour le cas Bruno Bidian, hein. Mais suivant maintenant le phénomène Bobda, qui est un phénomène de mœurs et un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre parce que des centaines et des centaines de personnes sont venues témoigner sur une page d'un certain blogueur. Et lorsque le gouverneur de la région du littoral et toutes les autorités ont pris sur elle, sur eux, en principe, sur eux de mettre, de se pencher sur l'affaire et demander. Je pense il y a eu des collectifs d'avocats qui ont demandé aux différentes personnes, aux différentes victimes de venir déposer des plaintes collectives qui allaient être mises ensemble, pouvaient peser de tout leur poids pour pouvoir arrêter ce phénomène qu'on a appelé En le effet. phénomène Bogda. Le phénomène Bogda Mhm. qui n'est pas le monsieur lui-même, mais qui est un phénomène de mœurs qui fait peur. Ça donnait froid dans le dos des témoignages qu'on avait. Mais on n'a pas vu des personnes se lever et aller revendiquer leurs droits. On a donné la possibilité aux gens de dire j'ai droit à ceci, j'ai droit à la justice aussi. Mais pourquoi les gens ne sont pas allés déposer des plaintes? Alors, la justice a fait son travail. S'il n'y a pas de plainte, si on ne peut pas incarcérer un innocent, parce que là, il est innocent actuellement et il a été Mhm. libéré. On ne garde pas un innocent en prison. C'est que ça va faire, il y aura une très grande nuance. Et la justice ne ferait plus son travail. On va dire que Mhm. la justice camerounaise retient des innocents en prison. Mhm. Il a aussi ce droit, même un bandit, même quelqu'un qui est présumé tueur a un droit tant qu'on n'a pas encore dit qu'ici, il est coupable. Alors, ça devient un non-événement, ça devient comment je peux dire, des informations de bar, des informations de blogueurs qui ont ça s'apparente à des règlements de compte au final, au finish. Vous voyez un Oui. peu, même si c'était vrai au Mhm. départ,
même si dans cette mêlée, il y avait des vrais témoignages, mais ça s'apparente maintenant à des ragots, Au des, des- commérage. des- voilà, des histoires montées de toutes pièces. Et ça ne peut pas Mhm. être pris au sérieux. On ne sait pas comment ça se passe derrière, qui l'a innocenté, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Bon, là, on ne peut rien dire de plus, hein, que ces hommes Mhm. qui ont retrouvé la liberté puissent jouir de leur droit de liberté. Et c'est tout ce que je peux Ok. dire. Alors, c'est sur ces mots que tu t'arrêtes. Est-ce que Chichari aurait quelque chose à ajouter? Mais bien sûr, bien évidemment, bien Ok, évidemment. on t'écoute. Ça serait trop facile si je laissais Olivier terminer comme ça. Bien sûr que j'ai des choses à rajouter. Là, ce qu'il a dit là, franchement, bon, déjà, j'ai envie de dire que Bruno Bidjan, pour le cas de Bruno Bidjan, j'étais pas d'accord parce que cette a parlé de l'arrestation du journaliste Bruno Bidjan. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, il n'a pas été arrêté dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il faisait une vidéo, si je ne me trompe pas, sur sa page privée. Ça n'avait Ouais. rien à voir. Donc, il donnait son opinion en tant que citoyen camerounais. Mhm. Maintenant, je pense que si son patron, le PDG de Vision Du 4 groupe, l'anecdote. était en liberté, tout ceci, rien ne lui serait arrivé. Et j'en veux pour preuve tout ce qui s'est passé, parce que Vision 4, moi je connais Vision 4 depuis 2018 seulement. Donc si je regarde tout ce qui s'est Mhm. passé depuis 2018, que ce soit au niveau du CNC, tout ce qui se passe là, ils n'ont jamais été condamnés de rien du tout. Sur leur plateau, il y avait un journaliste qui avait dit qu'il fallait dératiser la zone anglophone. Rien ne s'est passé pour lui. Donc je pense que là maintenant, on rentrait dans autre chose, un peu de politique et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour le cas de Papa Bobda, moi, j'ai envie de dire, pour revenir à ce que cette VK disait quand il parlait des témoignages, j'ai envie de dire que certaines personnes ne réagissent pas, comment il avait dit, face à un événement, ne réagissent pas tous de la même manière. Certaines personnes n'ont pas envie de revivre ça. Et donc, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau des témoignages. Certainement, tu vas être confronté à cette personne qui t'avait déjà menacé par le passé et menacé même les membres de ta famille. Bon, tu préfères encaisser ça et ne pas revivre. Donc, moi, je peux comprendre les personnes qui refusent de revivre cette expérience-là et je ne peux pas les condamner. Parce que si on avait quelque part, je vais dire, un suivi psychologique, peut-être j'aurais compris que ça aurait peut-être pu les aider à, à porter plainte. Et j'ai aussi envie de dire que parfois, comment il va dire ça? L'État ou bien le procureur peut s'auto-saisir d'une affaire et puisqu'il a les moyens de l'État, il peut soi-même ou bien lui-même mener des enquêtes. Donc, pas forcément attendre que tout vienne de la partie plaignante. Le procureur aussi peut s'auto-saisir d'une affaire et aller mener les Mhm. enquêtes. Et après, si au bout de son enquête, il se rend compte que ce monsieur n'a rien à lui reprocher, bah, qu'il soit disculpé, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez parlé de liberté des innocents et tout ce qui va avec, moi, j'ai eu un peu froid dans le dos. Nous savons tous qu'il y a des mineurs qui sont en prison. Pourquoi eux aussi n'auraient pas droit à la liberté? Est-ce que ce ne sont pas aussi des Camerounais? À Il y a, ça? il y a un journaliste, je vais le citer, Monsieur Amadou Valmourke. Il y a eu des instances internationales qui se sont prononcées sur son cas en disant qu'il est illégalement détenu. Olivier, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu ne dis pas aussi qu'il a droit à la liberté? Et donc, moi, je rêve d'un Cameroun où tout le monde a droit à la même justice. Pas une justice à double vitesse, une justice pour les puissants. Ce que moi, je vois là, je vois une justice pour les puissants. Pourquoi 6 mois pour Bruno Bidjan et, et 4 ans ou 7 ans pour Bibou Nissa? Explique-moi. Pourquoi, si on parle d'atteinte à la révolution ou je ne sais pas quoi, il y a eu les mêmes cas chez certains militants du MSC. Ils ont pris 2, 3 ans. Pourquoi lui ne prend que 6 mois? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et donc, moi, je souhaite qu'on ait une justice qui soit équitable pour tous. Pas une justice qui soit équitable, qui soit pour les uns, bref, différente, que nous soyons de classe sociale. Et donc, pour terminer, eux, ils sont libres, bon, tant mieux pour eux.
Et le fait qu'il soit détenu, honnêtement, moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Parce que j- la justice qui m'intéresse, moi, ici, pendant une année, j'ai dit justice pour Martinez Zogo. Et en un an, Martinez Zogo n'a eu aucune justice. Et j'avais dit au début de cette année 2024 que je ne dirais plus justice pour lui parce que j'ai la ferme conviction que, ça c'est mon point de vue, qu'il n'y aura aucune justice pour Martinez. On va tourner en rond, on va aller de renvoi en renvoi. Peut-être que plus tard, on va libérer ceux qu'on a arrêtés aujourd'hui. Et bon, Olivier va dire, bon, tant mieux, ils ont retrouvé leur liberté, très bien. Sauf que derrière ça, il y a des vies qui sont brisées quand même. Et ces vies brisées n'obtiendront jamais réparation. Donc ici, ce que je veux pointer du doigt, c'est le rôle fondamental de la justice. La justice est là pour rendre justice aux personnes qui ont été persécutées et Ou même peut-être aux se personnes demander qui ont été est arrêtées indépendante. Pardon? Faudrait même se demander d'abord si cette justice est indépendante. On devrait commencer peut-être par là, parce qu'on va pas rendre justice contre la personne qui nous nourrit. Je suis d'accord, mais comme MBD n'a pas mis tu vois, bon, ça, je suis d'accord avec toi, mais comme MBD n'a pas mis en exergue comment il va dire, en débat le sujet sur la justice, c'est Oui. pour ça que je passe un peu plus vite. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je veux montrer, pour moi, même s'il fallait commencer, ces personnes-là, quand elles sont en prison, elles ont les moyens de se nourrir, de se vêtir. Bref, elles ne souffrent pas étant en prison. Moi, De je me dis que vivre à... s'il y a des personnes qu'il faut libérer rapidement, c'est ceux qui sont là et qui n'ont même pas de quoi manger, qui sont là détenus illégalement, qui ne savent pas même et qui ne savent même pas la raison pour laquelle elles ont été arrêtées. Pour moi, c'est par elles qu'il faut commencer. Les enfants ou des personnes qu'on arrête pour des délits que je considère des délits mineurs. Tu as volé une banane, tu as volé ceci, on t'arrête, tu es déféré. Moi, ça, ce sont des cas qu'on doit d'abord évacuer avant d'arriver sur les personnes comme tous ceux dont on a mis en débat ce soir. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire un peu par rapport à ce sujet. Vraiment, 237 Story, c'est la voix. Ça, je pense qu'au travers de ce que Chicharito vient de dire, 237 Story devient la voix des sans-voix, du genre Aimé Césaire, ma bouche, j'oublie cette citation. Non, tu as raison, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point Les de malheurs bouche. qui n'ont point de bouche, voilà. Et ma voix, la liberté de ceux qui s'affaissent au Fais dans le cachot. cachot du désespoir. Du Exactement. désespoir, c'est ça. Merci, Chicharito. C'est sur ces mots que se termine le podcast de ce soir. Je vous le disais d'entrée de jeu que 236 Stories, c'est votre podcast favori camerounais qui traite de l'actualité sociale, politique, économique, faits divers, actualité des réseaux sociaux, technologie, business au Cameroun. Des fois, nous débordons les frontières du 237 camerounais, du continent, je le disais tantôt. Voilà, aujourd'hui, nous avons parlé de sport. Parlant de sport, nous avons abordé la guerre qui oppose toujours la FECAFOOT au ministère des Sports. Nous avons aussi parlé de la rentrée scolaire. Nous avons essayé d'apporter à notre niveau certaines solutions, certaines mesures pour pouvoir améliorer la qualité des notes pour la prochaine rentrée 2024-2025. Aussi, enfin, nous avons essayé de voir dans quelle mesure la libération de Bruno Bidjan, le journaliste directeur général des médias, de l'anecdote et de Ancien directeur, je ne sais pas si on va le reprendre. Bon, c'est toujours le titre qu'on donne dans les médias. J'ai pu voir dans d'autres médias que je vais taire le nom. Donc, je vais taire le nom. Garde toujours. Je ne sais pas si on va le reprendre. En tout cas, on verra. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais il est connu, il a toujours été connu comme ça. On va dire ex, peut-être entre guillemets, en attendant que les choses changent. En tout cas, on reste toujours au parfum de l'actualité. Je disais enfin quand nous avons parlé aussi de Hervé Bobda, deux affaires, deux personnes incriminées. L'homme pour incitation à la révolte en tant que journaliste, c'est vrai que c'était sur sa page YouTube.
Mais c'était quand même un journaliste, c'était quand même un journaliste au regard de la loi de la communication sociale. Il avait quand même vraiment péché. Donc, c'était un peu ça. Et l'autre, c'était un problème de mœurs. Les deux sont libres. Est-ce que cette liberté est légitime au regard de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été entendu? Est-ce que leur libération est légitime? C'est sur cette question que le podcast de ce soir s'est clôturé sous la ravissante voix intelligible de Chicharito. Merci de nous avoir écoutés et au revoir et à la prochaine pour un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end. Bye bye. Merci, au revoir. Bye bye.